Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain, l'émission qui met à l'honneur l'écologie positive et ses nombreux acteurs. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Dez, ingénieur et cofondateur de Pronoé. Mais tout de suite, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Roux, président de Tenaka, entreprise solidaire française qui lance Station 16 1546, un programme qui utilise des satellites sous-marins pour explorer et protéger les océans. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe. Alors chers auditeurs, saviez-vous que l'on connaît mieux la surface de la Lune et celle de Mars que le fond de l'océan ? Eh bien, depuis 6 ans, Tenaka restaure les écosystèmes côtiers tels que les récifs coralliens à travers le monde. La conservation dans les aires marines protégées s'avère très efficace, indispensable pour atténuer les dérèglements climatiques. L'Europe s'y est engagée avec la loi de restauration de la nature. Mais selon vous, cher Jean-Luc, pardon, quel est l'enjeu maintenant ? Eh bien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'accélérer. Ce qu'on voit depuis cet été, tous les jours, les records de chaleur ont été battus. Nos solutions marchent. Donc, il y a de quoi être satisfait, il y a de quoi être positif. En revanche, il va falloir qu'elles marchent beaucoup plus vite pour aller au rythme des dérèglements environnementaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre solution technologique, notamment que j'ai cité tout à l'heure, la station 16 1546, et est-ce que c'est comme ça qu'on prononce le nom de cette station, et qui est faite pour endiguer le déclin de la biodiversité marine ? Alors, tout à fait, 16 1546, c'est le nom de la couleur corail. C'est le code Pantone, le code international qui s'appelle Living Coral, donc corail vivant. C'est l'objet de notre programme que de garder la couleur des récifs, et donc de garder les récifs en vie. Et puis c'est aussi un clin d'œil, c'est aussi une allusion à des programmes spatiaux, parce que finalement nous autres humains, on a la fâcheuse tendance à mettre beaucoup d'argent dans des programmes pour aller rendre habitables des planètes minérales très loin, alors qu'on a à nos pieds un océan qui couvre 71% de la surface de la Terre, dont la vie sur Terre dépend, et dont on ne connaît que finalement 20% pour la biodiversité, 20-25%. Donc il y a encore énormément de choses à découvrir. Alors cette station 16 1546 est-elle considérée comme étant une innovation low-tech ? Alors on l'a voulu low-tech, pour évidemment ne pas aller rajouter des problèmes aux problèmes. Donc on a dans un module sous-marin 4 caméras qui prennent des photos toutes les 30 secondes. Donc on a la capacité de prendre, si l'eau est claire, dans la journée jusqu'à 6000 photos jour. Elles vont être transmises à une bouée qui est gérée, qui est autonome et qui est gérée à l'énergie solaire et qui va transmettre ces données sur un serveur qui est basé en Europe. Alors, il existe sans doute un prototype de cette station 16 1546 ? Tout à fait. Le premier prototype a été installé en Malaisie en septembre et on vient de retirer il y a quelques jours, parce que la mousson arrive, on vient de le retirer il y a quelques jours et on est en train d'analyser les images, donc les datas collectées. La première conclusion qu'on peut tirer, c'est que ça marche, donc on est super content. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de finaliser ce prototype pour le déployer à partir de l'an prochain, le plus largement possible, parce qu'encore une fois, il faut accélérer. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de changer le cours des choses et de préserver la biodiversité marine pour les générations futures ? Alors, je l'ai dit, les solutions, elles marchent. L'enjeu, c'est tous, chacun à notre niveau, y compris chacun dans son entreprise. C'est important qu'on travaille en coalition et qu'on joigne tous nos forces. Parce que on a des solutions pour restaurer les récifs dans les aires marines protégées, mais également les mangroves. On a un super programme
Nouvelle-Calédonie, également les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Donc oui, il y a plein de choses à faire. En revanche, il faut y aller, il faut que chacun participe à son niveau. Alors j'ai vu que vous aviez lancé une campagne de financement participatif en septembre 2024, notamment sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank, afin d'être prêt dès 2025, j'imagine, à déployer votre station sur de nouvelles zones. Combien d'euros avez-vous pu réunir grâce à cette plateforme aujourd'hui? Alors la campagne elle est encore en cours là aujourd'hui. Oui. On a atteint notre premier 100%, notre premier palier, donc c'est bien. On vise idéalement 50 000 euros, donc c'est pas des énormes tickets par rapport à la conquête spatiale. En revanche, ce sont des premiers tickets qui nous permettent, nous, d'industrialiser la station et de pouvoir aller voir d'autres acteurs et de proposer en open source d'ailleurs l'algorithme pour le déployer le plus largement. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes intéressés pour participer au financement de cette station 16 1546 qui va défendre, plutôt préserver la biodiversité marine, n'hésitez pas à aller donc sur le site KissKissBankBank. Les récifs coralliens sont l'épicentre de la vie marine mondiale. Ils abritent 30% de la biodiversité marine mondiale, tout en occupant moins de 0,2% des fonds océaniques. La restauration des récifs coralliens est-elle une solution clé pour préserver la biodiversité? Oui, c'est intéressant. D'une manière générale, les solutions basées sur l'océan ont un effet de levier considérable parce que 71% de la surface du globe et 30% de la biodiversité marine hébergée dans ces zones. Donc je ne sais pas si vous êtes plongeur, mais moi j'ai décidé de créer cette société le jour où j'ai plongé pour la première fois. On découvre, c'est des villes sous-marines, les récifs de corail. On est entouré de milliers d'espèces, toutes plus belles les unes que les autres. On plonge dans Abyss de Orson Scott Card ou dans le film Avatar et on entend un bruit phénoménal d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le corail c'est vivant. Donc il y a énormément de bruit dans ces villes sous-marines. Et elles sont très, très, très menacées par le réchauffement de l'eau. Cette année, en 2024, on a connu le 4e mass bleaching, le 4e épisode de blanchissement des coraux, c'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur, ils expulsent les micro-algues qu'ils abritent en symbiose, ils deviennent blancs, et si la chaleur demeure, ils meurent. S'ils meurent, ils sont très vite recouverts d'algues et de boue, et les poissons vont devoir trouver d'autres habitats. Donc l'enjeu est considérable pour nous autres humains, sans parler des enjeux sur la pêche, sans parler des enjeux sur le tourisme, des enjeux sur le trait de côte. Donc oui, il faut se préoccuper de l'océan, il faut se préoccuper des écosystèmes côtiers. Alors, vos sites de restauration qui sont situés au cœur des aires maritimes protégées sont finalement de véritables nurseries de coraux, si j'ai bien compris. Sont-ils fabriqués à partir de matériaux durables, ces sites de restauration? Alors, sur le corail précisément, on a une technique dans chaque spot. Précisément en Malaisie, on a notre plus gros site. La technique vise à planter du corail en bouturage, comme on plante un rosier finalement. Ils sont attachés sur une structure en acier qui, elle, va se détériorer avec le temps. Au bout d'1 an, le corail aura grossi. Au bout de 2 ans, on ne verra plus la structure en acier. Donc ça va relativement vite. C'est aussi une raison pour être optimiste. Ça va relativement vite. Alors l'impact positif est votre mission, et le mesurer est devenu la pierre angulaire de votre modèle. Quelles sont vos prochaines évolutions technologiques ? Alors, le rêve, en fait, c'est de déployer nos stations dans d'autres secteurs, donc notamment les mangroves, et c'est d'avoir demain une station, ou après-demain en tout cas, une station qui s'appelle 176219, qui est le nom de la couleur des herbiers marins. Ce qui est important, c'est que tout ça, on le fait en partenariat et en coalition avec des entreprises qui veulent s'engager à nos côtés pour des programmes de long terme, une transition environnementale. Et on le fait avec un backup technique, scientifique, donc un reporting d'impact qui est super précis. Alors à propos d'innovation, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans le cadre de vos missions scientifiques? Alors oui, on collecte donc des dizaines de milliers d'informations avec la station 16 15 46 aujourd'hui.
C'est à comparer avec un travail qui est manuel, qui est un travail de jardinier finalement, des éco-plongeurs qui descendent une fois par semaine aujourd'hui. Donc on comprend assez bien l'effet de levier considérable des milliers de données qu'on a analysées. Toutes les données inutiles, elles sont tout de suite mises à la poubelle pour ne pas aller créer de l'encombrement sur les serveurs. Et les données utiles, en revanche, sont analysées par un algorithme de machine learning qui nous permet de synthétiser et d'identifier les espèces sentinelles et donc de comprendre la santé des restaurations et des sites. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises devraient intégrer un processus de régénération à leur modèle économique afin d'avoir un impact et d'atteindre les objectifs de développement durable? Et pouvez-vous les aider en ce sens ? Merci beaucoup pour cette question. J'ai entendu sur cette émission que 51% des chefs d'entreprise considèrent qu'ils vont devoir remodeler leur business model pour s'adapter à la crise écologique. Et nous, on est là pour les accompagner, pour identifier, auditer, évaluer des solutions sur le terrain. Une fois qu'elles marchent, leur proposer des programmes sur mesure. Merci beaucoup Jean-Luc Roux, président de Tenaka. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibault le French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien nous revoilà sur Sud Radio dans la planète demain en compagnie de notre Thibault, notre French Trotter qui nous présente aujourd'hui une solution de traitement des eaux usées qui s'inscrit dans une démarche de transition énergétique et hydrique. Et oui, je me balade sur ce salon CIPCA 2024. Je suis avec Marie Francolin, directrice du déploiement stratégique de SOR, SAUR. Alors qu'est-ce que c'est SOR ? Alors SOR, c'est un groupe français mondial qui a été créé initialement pour apporter de l'eau potable jusqu'au plus près de toutes les campagnes en France et qui depuis 5 ans a opéré un virage stratégique important et s'est tourné justement vers toutes les technologies de pointe de traitement de l'eau pour les clients notamment industriels et pour les clients finaux, les particuliers. Justement, je suis devant une unité de traitement de l'eau qui s'appelle Aquapod. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Avec grand plaisir. Aquapod, qu'on présente en exclusivité au salon de l'immobilier bas carbone, c'est le résultat de l'alliance entre Innovaya, une start-up française, lauréate Impact 40, qui a créé la miniaturisation d'un traitement de l'eau, si on peut dire, et l'excellence opérationnelle de SOR, qui garantit du coup la meilleure qualité possible de l'eau. L'Aquapod, c'est quoi ? C'est moins d'une place de parking, installée au sous-sol de votre immeuble, et qui permet de réutiliser en boucle fermée les eaux grises de votre bâtiment. Les eaux grises, qu'est-ce que c'est ? Les eaux grises, ce sont les eaux issues de votre lavabo, de votre douche, de votre lave-linge, qu'on peut récupérer du coup dans l'Aquapod, qui les traite en direct et qu'on peut réutiliser à l'intérieur du bâtiment pour la chasse d'eau, pour nettoyer la voirie, les voitures, enfin ce que vous avez besoin d'entretenir, et arroser les espaces verts. Alors, quelle est la technologie qui est employée pour traiter cet or gris en fait ? Alors c'est une succession d'innovations technologiques, mais notamment effectivement le biofiltre qui est proposé ici est un biofiltre breveté qui du coup aussi consomme très peu d'énergie. C'est aussi pour ça qu'on est présent au salon de l'immobilier bas carbone. C'est tout à fait possible de faire et la transition énergétique et la transition hydrique. C'est une solution made in France, je crois ? C'est absolument, tout à fait, on en est très fiers. C'est une solution made in France et c'est une solution qui permet surtout de répondre à l'enjeu principal que l'on voit aujourd'hui, notamment dans le sud de la France, qui est de moins en moins de permis de construire sont délivrés car il n'y a plus d'eau sur les territoires. Le Aquapod, il est construit où ? À côté de Lyon. À côté de Lyon ? À côté de Lyon, tout à fait, avec vraiment quasiment que des matériaux français et surtout une conception en inox, ce qui permet qu'il soit très durable dans le temps, avec un bilan carbone le plus faible possible. Quels sont vos objectifs de développement ? On espère surtout répondre à un besoin, on pense vraiment collectivement que c'est le cas et on est à la disposition de l'ensemble des acteurs. Demain, on signe un accord cadre avec Bouygues Immobilier notamment pour pouvoir lancer la solution au sein de leur programme. Merci beaucoup Marie, belle solution pour un avenir plus durable, une solution d'écologie positive. Merci beaucoup à vous. Merci Thibault pour ce reportage intéressant. Nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Nicolas Sdez, ingénieur et cofondateur de Pronoé qui œuvre à restaurer la capacité naturelle de l'océan à éliminer définitivement le CO2 de manière durable. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe. Alors Pronoé est une entreprise spécialisée dans l'élimination du CO2, comme je disais juste avant, qui restaure la capacité naturelle des océans à le capturer et le stocker de manière permanente et durable. Mais avant de parler de la solution Pronoé, pouvez-vous nous évoquer votre parcours personnel et même professionnel qui vous a conduit à la création de cette solution technologique ? Alors tout à fait, donc moi je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les sujets de décarbonation du maritime. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire moins de mal en réduisant les émissions, mais il faut aussi faire quelque part plus de bien, et plus de bien, ça passe par restaurer les écosystèmes et restaurer des puits de carbone dont l'océan figure en bonne place, parce que c'est le plus grand puits de carbone. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Pronoé est une solution innovante, frugale, qui plus est un savoir-faire français avec une ambition internationale? Et si oui, pourquoi ? Alors tout à fait, donc merci de l'invitation sur cette émission. Nous, on est vraiment au croisement des enjeux océan et traitement de l'eau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on déploie en fait des petites unités automatisées de traitement de l'eau qui viennent se plugger en aval de sites côtiers qui ont des rejets vers la mer, et on vient améliorer ces rejets. Le but étant de venir désacidifier les eaux de surface. L'acidification des océans, c'est des sujets qui sont tout à fait importants. Et donc, pourquoi on parle de solutions frugales? L'idée, c'est de s'appuyer au maximum sur l'existant. Donc, on vient s'appuyer sur des phénomènes naturels, puisque l'océan est un puits de carbone de manière naturelle. Et on a aussi un certain nombre d'infrastructures en place. Donc là aussi, essayer de limiter les infrastructures nouvelles, finalement. Alors, qu'est-ce que vous concevez et développez actuellement comme nouvelle technologie pour atteindre votre but? Alors aujourd'hui, on développe des solutions qui sont brevetées, des solutions qu'on appelle électromembranaires. Il faut savoir que la France a un très grand savoir-faire dans ces technologies-là depuis très longtemps, parce que voilà, on a la chance d'avoir des champions mondiaux de l'énergie, de l'eau et des déchets. Et donc on s'appuie sur ces technologies-là pour proposer une solution nouvelle et innovante. En tant qu'entreprise liée à l'élimination du CO2, est-ce que vous générez des certificats pour vos clients ? Alors effectivement, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur aussi une nouvelle industrie, un nouveau marché qu'on appelle le marché de l'élimination carbone. Simplement par définition du net zéro. Donc on parle beaucoup du net zéro 2050. Par définition, il y aura toujours des émissions résiduelles qui resteront là, qu'on n'arrivera pas à réduire toutes les émissions. Et donc il va falloir des émissions négatives ou de l'élimination carbone pour arriver au net zéro. Et donc nous, en fait, c'est le service qu'on propose, effectivement, soit aux industriels avec lesquels on colocalise nos activités, soit à des sociétés tierces qui ont des engagements environnementaux forts. Alors on parle régulièrement d'acidification des océans. Pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément et assez simplement? Tout à fait. Alors, l'acidification des océans, c'est un phénomène mondial. Effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, évidemment, ça a des conséquences sur le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup, mais ça va aussi avoir des impacts chimiques sur la chimie des eaux de surface. C'est-à-dire que ça va en fait rendre ces eaux plus acides. Et ça a des impacts qui sont dramatiques sur les écosystèmes marins, mais aussi les activités humaines. On pense à la pêche, à l'aquaculture, à la conchyliculture. Faut savoir que depuis la période pré-industrielle, les eaux de surface sont 30% plus acides. Et donc on imagine bien que ça a un impact important. Alors, quel rôle jouent les mers et les océans en tant que puits de carbone et par quel mécanisme ? Alors, il s'agit de mécanismes qu'on appelle géochimiques, donc simplement le CO2, et c'est des choses qui sont assez massives. Hein. Donc, quand on prend sa voiture, si c'est encore une voiture thermique, il va y avoir à peu près le quart des émissions qui vont passer dans la même année en fait de l'air à l'eau et qui vont contribuer à l'acidification de ces eaux de surface. Donc, le puits de carbone que constitue l'océan, c'est tout à fait majeur. C'est plus du quart de nos émissions chaque année, et c'est par des mécanismes qui sont, donc on parle d'un puits de carbone naturel, mais par des mécanismes qui ne sont pas biologiques ou photosynthétiques comme à Terre, mais qui sont des mécanismes géochimiques, c'est-à-dire simplement le CO2 se dissout, comme on dissoudrait du CO2 dans une bouteille, par exemple, pour faire de l'eau pétillante. Alors on parle de temps en temps du net zéro. C'est quoi le net zéro ? Le net zéro, c'est l'ambition, c'est ce qui est nécessaire en fait pour contrôler le réchauffement climatique et ses impacts. Et donc le net zéro, ça veut simplement dire qu'il va y avoir un certain nombre d'émissions, donc il faut réduire de manière drastique et rapide nos émissions. Malgré tout, il risque d'y avoir un certain nombre d'émissions qu'on ne pourra pas réduire. Et donc l'idée du net zéro, c'est de pouvoir compenser ces émissions tout à fait résiduelles. On parle de 5 à 10% des émissions qu'on n'arriverait pas à réduire. Alors justement, dans le cadre de vos missions, comment entendez-vous le problème du CO2 dans l'air ? Alors là aussi, je pense que ça tient aussi d'une conception qui est importante, parce que là aussi, je pense qu'il faut changer de conception.
C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de nos émissions comme étant le problème. En fait, le problème, c'est pas nos émissions. C'est-à-dire que nos émissions sont un problème, mais ce qui est aussi un problème, c'est le stock, quelque part, le stock de CO2 qu'on a émis pendant des dizaines et des centaines d'années et qui cause le réchauffement actuel. Et donc, le but du jeu, finalement, ça va être de diminuer ce stock, puisqu'on a accumulé une dette carbone qu'il faut expurger, finalement. Et votre vision des océans, est-ce qu'elle vous permet de penser aux océans, non pas comme des espaces inviolés, mais plutôt comme des espaces fragiles à protéger ? Voilà, je pense que ça a aussi trait à mon parcours. Donc, j'ai eu la chance de parler à un certain nombre évidemment de scientifiques qui étudient l'acidification depuis des dizaines d'années et qui, à la place de cataloguer des impacts, cherchent maintenant des solutions. Et aussi, évidemment, des marins. Et donc, c'est vrai que quand on a des marins qui font le tour du monde et qui se rendent compte de l'impact, en fait, absolument... donc, l'impact de l'homme est partout. C'est-à-dire, même très loin au large, il va y avoir des résidus, il va y avoir des filets de pêche dérivants, etc. En fait, ça permet de penser différemment à ces milieux-là. C'est pas des milieux, malheureusement plus, qui soient vierges et complètement préservés. En fait, c'est des milieux qui sont déjà dégradés et dont on a un devoir moral de les restaurer de manière active. Alors, comment chacun d'entre nous peut participer à vos missions, finalement ? Alors, effectivement, nous, c'est des gros sujets. On est sur des sujets où il y a le grand public, mais aussi les décideurs, finalement, sont en train de monter en compétences, parce que c'est des sujets qui sont éminemment scientifiques, c'est des sciences du climat. Donc, évidemment, le premier enjeu, c'est de se renseigner via, évidemment, les rapports du GIEC. Il y a un certain nombre de littératures, notamment en France, sur l'acidification. Notamment un livre gratuit qui vient d'être sorti par l'Ifremer. Et derrière aussi, évidemment, c'est l'impact de tout citoyen, à la fois en tant que salarié dans son entreprise pour adapter des approches plus vertueuses, mais aussi renvoyer un message aux politiques pour accélérer les réglementations autour du net zéro et de l'amélioration de l'impact des effluents en milieu côtier. Merci beaucoup Nicolas Sdez, ingénieur et cofondateur de Pronoé. Je vous dis à la semaine prochaine sur Sud Radio dans La Planète Demain pour y découvrir des solutions qui font que l'écologie peut être aussi positive. Bonne semaine, à bientôt. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.